Il est 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, finances, gestion des finances publiques, une nouvelle étape s'ouvre ce jeudi. Le procureur général près la cour d'appel de Dakar, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar et le procureur de la République financier ont fait le point cet après-midi pour éclairer la lanterne des populations sur les récentes arrestations, les contrôles judiciaires et le cautionnement dans l'enquête sur la gestion du fonds Force Covid-19. Concernant le rapport de la Cour des comptes, le procureur général informe que 5 anciens ministres seront bientôt entendus par la Haute Cour de justice. Leurs dossiers sont déjà transmis à l'Assemblée nationale. Et puis l'Alliance pour la République sort de sa réserve et présente un contre-rapport intitulé « Finances publiques au Sénégal, clarification et mise au point ». Il réfute les accusations sur les chiffres révélés dans le rapport de la Cour des comptes. Pape Malick Ndour estime que tout ceci est manigancé dans l'unique but de salir le bilan du régime précédent. Et enfin, l'installation officielle de la première cohorte de gestionnaires d'énergie dans les administrations publiques sans agents auront la lourde tâche de lutter contre l'inefficacité énergétique et de réduire considérablement le gaspillage au sein de l'administration. La rencontre a été présidée aujourd'hui par le Premier ministre Ousmane Sonko. Voilà, c'était tout pour les grandes lignes de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV face aux nombreuses arrestations dans plusieurs dossiers de gestion publique. Le procureur général, le procureur de la République après le tribunal de grande instance hors classe de Dakar et le procureur de la République financier ont fait le point ce jeudi en conférence de presse cet après-midi. Ils ont donc confirmé l'ouverture de procédures sur la base de plusieurs rapports de dit, donc notamment sur les fonds Force Covid-19. Leur priorité aujourd'hui est restituer l'argent du contribuable, d'où le cautionnement accepté de certains mis en cause. Le procureur de la République s'est exprimé ce jeudi devant la presse afin de faire le point sur les arrestations en cours dans le pays. Il a révélé avoir reçu 8 rapports d'audit portant sur la gestion de plusieurs ministères relatifs au fonds Force Covid. Ces rapports nous ont été transmis juste la semaine dernière. Évidemment, l'exploitation a pu être l'occasion pour les acteurs judiciaires que nous sommes de déceler un certain nombre de manquements, tous caractéristiques d'infraction à la loi pénale et préjudiciables bien évidemment aux intérêts de l'État. À ce jour, près d'une trentaine de personnes ont été déjà convoquées. Hier, la division des investigations criminelles nous a présenté 20 personnes. Ce matin, nous en avons reçu 7. Une garde à vue est actuellement en cours d'exécution au niveau de cette même unité d'enquête. Mais pour le parquet de Dakar, l'objectif principal reste clair. Il s'agit avant tout de récupérer les fonds publics détournés. Nous ne sommes pas, bien évidemment, dans une approche de prédation. L'objectif d'un parquet crédible et efficace, c'est de prendre en charge le phénomène criminel. Ce premier objectif est nécessairement rattachable à un autre, qui est celui du reclassement social de l'auteur, mais surtout de la réparation du préjudice. Une démarche qui commence à porter ses fruits. Des sommes ont été déjà recouvrées, même s'il ne s'agit pour l'instant que de caution. Nous avons pu, entre hier et aujourd'hui, enregistrer des propositions de cautionnement portant sur la somme de 258 448 233 francs CFA. Des inculpations sont en cours. Des gardes à vue également. Et les personnes concernées conduites au parquet auront la même possibilité, de sorte que ce montant, provisoirement arrêté, pourrait évoluer. Le procureur de la République a insisté sur sa volonté de mener des enquêtes rigoureuses et d'établir toutes les responsabilités, affirmant avoir déjà pu identifier plusieurs auteurs présumés. Nous donnons la parole à présent au procureur du pôle judiciaire financier, Alioune Abdoulaye Sylla, qui a fait les bilans sur les résultats obtenus en 7 mois. Au total, 292 dossiers ont été traités. Un montant de 15 milliards de francs CFA a été saisi. Quant aux biens, ils sont évalués à 98 véhicules, 11 titres fonciers entre Rufisque, Thiès et Mbour, de titres fonciers inscrits provisoirement au nom de l'État. Suivons ces explications. Les enquêtes qui ont été ouvertes ou transmises au parquet financier ont abouti à l'arrestation de 262 personnes. Le travail effectué sur ces différents dossiers a donné les résultats suivants. Le total des biens saisis depuis
le 17 septembre 2024. Il y a 92 véhicules de marques diverses qui ont été saisis et qui sont confiés actuellement à l'ONDRAC. Il y a 11 titres fonciers saisis à Rufisque, Thiès et à Mbour. 2 titres fonciers également sont provisoirement inscrits au nom de l'État du Sénégal. Il y a également plusieurs pirogues et des moteurs qui ont été saisis. Ça, c'est au titre des biens qui ont été saisis. Il y a également des sommes qui ont été saisies et cautionnées. Aujourd'hui, nous en sommes à 15 milliards en termes de montant de sommes qui ont été saisies ou cautionnées. Et 135 ouguias. L'APR aussi a fait face à la presse cet après-midi. Finances publiques au Sénégal, clarification et mise au point. C'est des livres sortis par l'Alliance pour la République. Un livre qui sert de contre-rapport au rapport du dit de la Cour des comptes rendus publics les mois derniers. Et les membres de l'APR ont fait face donc à la presse cet après-midi pour apporter des éclairages sur les accusations formulées par le nouveau régime. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Et puis Mansour Faye officiellement a notifié sur l'interdiction de sortie du territoire national à l'ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale a été convoqué ce jeudi à la division des investigations criminelles. Ses avocats dénoncent une décision illégale et accusent l'exécutif d'être derrière cette mesure. Maître Oumar Youm et ses confrères promettent de se battre pour défendre leurs clients. L'ancien ministre des Transports était convoqué pour se voir notifier une interdiction officielle de quitter le territoire national. Ces avocats se disent surpris de cette décision alors que leurs clients disposent selon eux d'une décision favorable de la Cour suprême qui autorise le maire de Saint-Louis à voyager. La Cour suprême a rendu une décision formidable qui remet les choses à l'endroit. Malheureusement, j'ai l'impression que nous marchons à reculons. L'État ne veut pas prendre acte des décisions de justice qui ont été rendues. Les citoyens sénégalais sont libres d'aller et de venir. C'est des conventions internationales, notre constitution qui le dit. Malheureusement, Mansour Faye a fait l'objet de beaucoup de reconductions des frontières, ce qui n'est pas normal. Le juge des référés liberté de la Cour suprême avait ordonné injonction au ministre de l'Intérieur de lever l'interdiction de sortie du territoire pour Mansour Faye. Les conseils de l'ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale soupçonnent la main de l'exécutif derrière cette décision. Quand c'est le ministre de l'Intérieur qui marque un front pour prendre un arrêté aussi sibyllin, j'estime qu'évidemment, il n'y a plus rien. Maintenant, les masques sont tombés. Nous sommes un collectif, nous allons nous revoir très prochainement, dans les prochaines heures, pour pouvoir engager les procédures qui s'y est. Avant cette interdiction officielle, Mansour Faye s'est vu empêché de quitter le territoire sénégalais à 2 reprises. Il a été retenu à l'aéroport sans qu'aucune justification ne lui soit présentée. Le dernier incident en date a eu lieu jeudi dernier, alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur le vol HF 0701. Cette mesure officielle d'interdiction de sortie du territoire marque une nouvelle étape dans cette affaire qui pourrait avoir des répercussions politiques et judiciaire. L'enquête sur les détournements présumés des fonds publics alloués à la lutte contre la pandémie du coronavirus a pris une ampleur nationale depuis le début de ce mois. La division des investigations criminelles a intensifié les interrogatoires et les gardes à vue visant des personnalités politiques, administratives et culturelles. Jusque-là, plusieurs fonds ont été récupérés grâce à des libérations sous caution. Ousmane Ba. Plusieurs hauts responsables ont été interpellés, notamment dans le secteur de la santé. 16 individus soupçonnés de détournement et de faux ont été déférés au parquet de Dakar et placés en garde à vue dans l'attente de décisions judiciaires. Face à la menace d'incarcération, plusieurs suspects ont tenté de négocier leur liberté en proposant de rembourser une partie des fonds ou en versant des cautions. Mamadou Ngom, ancien DAGE du ministère des Sports, inculpé pour détournement, il a consigné 150 millions de francs CFA sous contrôle judiciaire. Baba Amdi Diawara, artiste accusé
d'un détournement de 112 millions de francs CFA, il a versé 2 millions de francs CFA pour avoir échoué à justifier un écart de 2,1 millions. Libéré sous contrôle judiciaire, Alimatou Sadia Gueye, styliste, a déposé 50 millions de francs CFA pour bénéficier d'une liberté provisoire. Plus de 200 millions ont déjà été consignés. Cependant, ces paiements ne garantissent pas une liberté définitive. Les enquêteurs insistent sur la nécessité de déterminer les responsabilités pénales et les preuves matérielles, plutôt que de se contenter de remboursement. Le parquet examine les dossiers pour décider des poursuites, tandis que le 5e cabinet d'instruction du tribunal de Dakar centralise l'affaire. La DIC a sollicité des données bancaires, fiscales et notariales pour évaluer les écarts entre patrimoine déclaré et réel. L'opinion publique exige transparence et sanctions exemplaires, critiquant les tentatives de monnayer l'impunité. Les commentaires en ligne reflètent une colère envers l'ancien président Macky Sall, accusé de laxisme. Malgré les efforts du gouvernement pour minimiser les irrégularités estimées à 6 milliards de francs CFA, la pression reste forte pour une réforme anticorruption. Cette affaire illustre les défis de la gouvernance financière au Sénégal. Si le paiement des cautions permet à certains suspects d'éviter la détention préventive, il ne résout pas les problèmes structurels de corruption. Les prochaines étapes judiciaires, incluant d'éventuels procès, détermineront si la justice parvient à restaurer la confiance publique. Depuis la saisine du Parlement par le député Guy Marius Sagna pour la mise en accusation de l'ancien président de la République Macky Sall, le débat est encore remis sur la sellette. Selon l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Serigne Thiam, la poursuite d'un ancien président de la République est prévue par la Constitution. Cependant, il y a une démarche à suivre. Le sujet fait débat depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, peut-il ou non être mis en accusation pour haute trahison? C'est en tout cas le souhait du député Guy Marius Sagna qui a saisi l'Assemblée sur cette question. Une saisine qui est légitime selon l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, du moment que la Constitution a prévu que le président de la République, à partir de l'article 101, en réalité, peut être poursuivi pour haute trahison et devant la haute cour de justice, ce qui veut dire que cette disposition qui a une valeur constitutionnelle impacte sur la possibilité de poursuivre un ancien président de la République. L'enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques estime cependant qu'il y a une démarche bien définie à suivre. Et que déjà, il faut que la mise en accusation soit acceptée par la majorité des députés et que le dossier après soit transmis à la haute cour de justice qui est composée des 8 titulaires, ainsi de suite, avec un président qui est un magistrat. Et après, la Cour va statuer sur les événements factuels, essayer de voir est-ce que, sur l'infraction, l'accusation est possible, l'accusation permet de faire entendre l'ex-président. La procédure, bien que définie, présente néanmoins des difficultés. Voilà, ce qui peut sembler être très difficile quand on parle sur la possibilité qu'il soit déjà à l'extérieur, il réside au Maroc. Il n'y a pas de convention d'extradition entre le Maroc et le Sénégal. Encore qu'en matière politique même, l'extradition est interdite. Mais sauf que ici, je pèse bien mes mots, sauf que ici, ce n'est pas en matière politique, c'est une accusation, c'est une infraction à laquelle on pourrait poursuivre un président de la République. La saisine du Parlement par le député Guy Marius Sagna a suscité la colère de ses collègues du groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal, qui la qualifie d'énième forfaiture visant à affaiblir la démocratie sénégalaise. La reddition des comptes lancée suite aux recommandations du rapport final sur la gestion des deniers publics par l'ancien régime. L'opposition n'est pas contre cette démarche selon les responsables de l'AFP à Keur Massar. Cependant, pour ce qui concerne les poursuites qui pourraient viser l'ancien président de la République Macky Sall, Babacar Diassé estime que ce n'est pas une priorité. Moi et mon parti, nous sommes pour la reddition des comptes. Maintenant, reddition des comptes ne veut pas dire que règlement de compte. Il faut que le Premier ministre cesse d'interférer dans les choses judiciaires. Ce n'est pas bien. L'autre point auquel je voulais ajouter, la poursuite dont les gens annonçaient pour le président Macky Sall. J'ai entendu que Guy Marius Sagna a fait une résolution déposée sur la table du président. Je dis que là, ce n'est pas une priorité pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous avons d'autres priorités. Il y a beaucoup de choses qui sont des priorités dans ce pays que poursuivre le président Macky Sall, qui peut prendre une tournure que les gens n'attendaient pas. L'exemple, c'est l'exemple du procès d'Ousmane Sonko, de 2021 à 2023. Vous voyez ce que ça nous a coûté?
insécurité, beaucoup de choses. Si aujourd'hui nous voulons déclencher une autre poursuite judiciaire à l'image d'un ancien président comme Macky Sall, vraiment c'est autre chose. Dans quelques jours, Moustapha Niasse ne sera plus le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès. Ce parti qu'il a dirigé depuis sa création il y a 25 ans va tenir son congrès le 26 avril prochain. Cependant, son successeur aura le grand défi de maintenir en vie ce parti qui portait l'identité de Moustapha Niasse sur tous les plans, nous dit Defatouat. Le renouvellement des instances de l'Alliance des forces de progrès annoncé depuis 5 ans va enfin se faire. Toutes les attentions sont rivées sur qui sera le nouvel homme fort de l'AFP pour succéder au géant politique Moustapha Niasse. Il y a des prétentions. Dr Mbakedia, il était candidat. Pape Sagna Mbaye, il avait des ambitions. Dr Madiop avait des ambitions. Mbaye Dione aussi avait des ambitions. Mais il y a un candidat très plausible à la personne de Mbaye Dione. Il est en pole position. Maintenant, le comité de facilitation est en train de réfléchir, d'arrondir les angles pour qu'Inch'Allah, avant le 26, que le parti aura un seul candidat. Remplacer Moustapha Niasse à la tête de ce parti qu'il a créé et fait vivre n'est pas une mince affaire. La nouvelle AFP aura le défi de préserver ce lourd héritage. L'AFP, vraiment, ce n'est pas un petit parti, c'est un grand parti. Moustapha Niasse a fait son temps et il a fait beaucoup de choses dans ce parti. Il a su créer un parti, l'entretenir sur le plan financier, sur le plan intellectuel et sur le plan physique. Mais je pense que nous avons des cadres, nous avons des personnes capables aujourd'hui de réfléchir sur les moyens de financer le parti. Parce qu'il fut un temps, c'était Moustapha Niasse qui prenait tout en charge, pratiquement tout. Mais comme il va se retirer, il faut que le parti réfléchisse sur des mécanismes pour financer le parti. L'AFP, qui a toujours eu voix au chapitre politique depuis sa création, est longtemps resté aphone. Membre du FDR, l'AFP, à l'issue de son congrès le 26 avril, promet de se repositionner en tant que parti d'opposition. Je vais l'annoncer tantôt, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce jeudi à la cérémonie d'installation officielle de la première cohorte de gestionnaires d'énergie dans les administrations publiques composée de 100 agents. Cette cohorte aura pour mission de lutter contre l'inefficacité énergétique et de réduire considérablement le gaspillage au sein de l'administration. À terme, un réseau de 9000 gestionnaires sera progressivement donc déployé dans les différents services de l'État afin de contribuer à une baisse significative de la facture publique d'électricité. Et puis la police nationale a présenté son rapport annuel à l'activité de l'année 2024. Elle a donc livré les chiffres alarmants des accidents enregistrés sur toute l'étendue du territoire national. Les véhicules à 2 roues sont impliqués sur 20,3% des accidents. Les motocyclistes se sont donc prononcés dans ce reportage signé Moussa Mané. Ils font partie des moyens de transport devenus incontournables, faciles à apercevoir à tout coin de rue de la capitale. Les conducteurs de 2 roues, pour la plupart, semblent être les indésirables de la circulation. C'est le slogan « Zéro tolérance » avec certains chauffeurs. Les taximans ne nous donnent aucune chance sur la circulation. Je pense qu'ils doivent nous comprendre des fois. Pour les accidents de la route, je pense que les causes sont multiples. Pour la plupart, ce n'est pas forcément dû à notre comportement. Ces jeunes ne respectent aucune règle. Ils ne maîtrisent rien du code de la route. Les causes sont énormes. Selon eux, la non-maîtrise du code de la route, impolitesse dans la manière de conduire ou encore le manque de patience pour la plupart de ces chauffeurs. Les motocyclistes ne calculent absolument rien. Ce n'est même pas le problème. Ils ne maîtrisent rien. Ils se prennent pour un demi-dieu quand ils sont sur la route et sur leur moto. Et pourtant, l'entretien de l'outil de travail est un élément indéniable pour la sécurité du conducteur. Cela semble être ignoré par ces motocyclistes. Ils ne prennent même pas le temps de faire l'entretien de leur moto. Et pourtant, c'est tout à fait nécessaire. Mais non, d'autres font des dépannages sans l'aide d'un mécanicien. Et ce n'est pas sûr. Et cela entraîne souvent des cas d'accident. Selon le rapport de la police nationale, 5945 accidents matériels, 6375 corporels et 2990 mortels ont été enregistrés sur les routes sénégalaises l'année dernière. Dakar et Thiès sont les régions qui comptent le plus grand nombre d'accidents avec respectivement
3770 et 1766 incidents relatés. Les deux roues occupent une part notable dans les accidents mortels. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Dans cette édition, l'Association sénégalaise des éditeurs a tenu ce jeudi à Dakar la rentrée littéraire au Sénégal. Souveraineté littéraire, possibilités et perspectives. C'est le thème de cette première édition qui a comparé le professeur Abdoulaye Iliman Kane. C'est un compte rendu de Kader Cissé. Rentrée littéraire au Sénégal, une première édition axée sur le thème « Souveraineté littéraire, possibilités et perspectives ». Pour en arriver à une souveraineté littéraire, les éditeurs sénégalais sont convaincus que cela passe par rendre effective l'intégration des langues nationales dans le secteur éducatif. Essayer d'apprendre à nos jeunes les héros, par exemple, dans la littérature africaine, dans les livres scolaires aussi, adapter donc le contexte africain dans les ouvrages. Et on continue cette souveraineté qui va être totale que quand est-ce que les langues nationales vont entrer dans le système éducatif. Comme vous le voyez, nous produisons en langue française. Et cette langue, elle est la langue qu'on a héritée de la colonisation. La promotion du livre fait face à l'avènement de l'intelligence artificielle et les éditeurs sénégalais en sont bien conscients. C'est une nouveauté, mais il faut essayer d'aller avec, parce que quand même les jeunes maintenant sont branchés dans ces nouvelles technologies. Il faut donc essayer de retrouver ces jeunes dans leur univers, parce que c'est incontournable. Hormis le fait de renforcer la direction du livre et de la promotion de la lecture, le gouvernement prend d'autres initiatives dans le sens de booster le secteur. En fin juin, le Sénégal va organiser, le ministère en charge de la culture va organiser ce qu'on appelle le forum du livre et de la lecture, qui est une instruction du président de la République. Je l'ai cité tout à l'heure. C'est pour la promotion du livre et de la lecture. Cette première édition de la rentrée littéraire, qui a réuni tout l'écosystème des lettres et du livre, se poursuit jusqu'au vendredi 18 avril et la comparant le professeur Abdoulaye Iliman Kane. Et puis le centre hospitalier régional de Ziguinchor est en mouvement d'humeur à partir donc de ce jeudi. Après avoir déposé un préavis de grève depuis le 10 février 2025, le syndicat des travailleurs de la santé section du centre hospitalier régional de Ziguinchor passe à l'action en lançant une grève bien sûr de 2 jours pour exiger du directeur la satisfaction de leur doléance. La plateforme revendicative comporte 28 points touchant à la fois le personnel et le fonctionnement de la structure sanitaire. L'organisation syndicale affirme avoir soumis 4 plans d'action restés sans réponse de la direction de l'établissement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la CTV. Au revoir et à demain.